Oui, madame le juge. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une intervention de Jordan Bardella qui était face à des journalistes de France Info. C'est parti. Jordan Bardella, est-ce qu'il faut davantage sécuriser les établissements scolaires? Gabriel Attal annonce une mission flash auprès des directeurs d'école et chefs d'établissement sur l'état des équipements des établissements. Alors là, il fait référence aux mesures qu'a annoncé Gabriel Attal concernant l'installation de portiques de sécurité devant les établissements scolaires. Il dit s'être entretenu avec les présidents de région pour accélérer la mise en place de ce nouveau système en collaboration avec les directeurs d'établissement, mais le problème étant qu'il n'y a pas de logique derrière la mise en place de ce nouveau fonctionnement, parce qu'il va à l'encontre des directives données par l'Éducation nationale après l'attentat d'Arras. Voici ce que j'avais dit dans une récente vidéo. Dans les consignes du ministère de l'Éducation nationale adressées aux chefs d'établissement, et donc aux élèves, il est inscrit de limiter au maximum les attroupements, ce qui paraît logique dans la mise en place d'un plan Vigipirate. Mais si vous mettez des portiques de sécurité, il paraît évident que dans les établissements scolaires avec une forte population d'élèves, il y ait une forte concentration devant les portiques. Dans la même logique, on a contraint tous les élèves de venir à 10 heures. Comment voulez-vous surveiller les flux d'élèves quand la population entière de l'établissement arrive sur les lieux en même temps? Tout ça va dans le bon sens, mais encore une fois, on refuse des frontières au niveau extérieur, donc on multiplie les frontières à l'intérieur. Et comme on refuse de protéger les frontières de la France et les frontières de l'Europe, eh bien on crée des frontières à l'intérieur du pays en multipliant les vigiques, les vidéosurveillances, la reconnaissance faciale, par exemple, comme le propose Laurent Wauquiez. Des écoles. On sait qui sont les gens radicalisés. Le problème... Il n'y a pas que des étrangers en fait, Jordan Bardella, il y a des Français aussi. Alors il faut savoir que selon Europe 1, il y aurait en France 20 000 fichiers S et que 8 000 d'entre eux seraient fichés pour radicalisation. Et pour ce qui est du nombre d'étrangers qui composent les 20 000 fichiers S, il y en aurait environ 3 000. Évidemment, on ne prend pas en compte les binationaux. Vous avez raison, madame. Pour ces Français radicalisés, on fait quoi? Est-ce que vous avez la réponse pour les étrangers expulsables? Pour les Français. Alors déjà, ça fait beaucoup plus de moyens. Si vous enlevez 50% du problème, les services secrets français ont beaucoup plus de moyens. Deuxièmement, le problème du fondamentalisme islamiste, c'est à la base un problème migratoire. Pardonnez-moi, mais dans le cas de l'affaire d'Arras, comme dans le cas de l'affaire Samuel Paty, les deux terroristes qui se sont rendus coupables de ces attentats n'auraient pas dû être sur le territoire de la République française. À savoir que la famille de l'assaillant d'Arras avait été visée par une procédure d'expulsion qui a été annulée, et devinez par qui? Roulement de tambour. Manuel Valls. La famille de l'assaillant, qui a causé la mort du professeur d'Arras, devait être expulsée en 2014. Expulsion annulée à la dernière minute, parce que la procédure avait suscité une tollée dans les rangs de plusieurs associations d'extrême gauche. Le Parti communiste français avait même publié un communiqué de soutien à la famille. Selon un article de Europe 1, je cite, « Devant l'ampleur de la mobilisation, le cabinet de Manuel Valls a donc pris la décision d'annuler cette rétention. L'expulsion de la famille vers la Tchétchénie a donc, elle aussi, été abandonnée. » Et si nous avions appliqué, qu'on soit très clair, le risque zéro, il n'existe pas, il n'existera jamais. Mais si nous avions mis en œuvre les mesures que nous proposons depuis des années, à savoir le traitement des demandes d'asile dans les ambassades et consulats des pays de départ, la famille du terroriste d'Arras, qui s'est vu refuser l'asile 4 ans ou 5 ans après son arrivée sur le sol français. Je crois qu'ils arrivent en 2008. L'asile est retiré en 2014. Il n'aurait pas été sur le territoire français. Alors qu'est-ce que c'est le droit d'asile? Le droit d'asile, il faut savoir que déjà, c'est un droit fondamental, reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je cite, « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays, donc pouvoir se réfugier dans un lieu où l'on peut trouver la paix. Les conditions de cet asile se retrouvent par la suite définies dans un cadre juridique à la suite de la Convention de Genève en 1951. C'est ici qu'on va définir ce qu'est un demandeur d'asile. Je cite, « Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. » Il y a un pays en guerre, par exemple en guerre civile, l'Afghanistan. Vous demandez aux femmes qui sont persécutées, il faut aller à l'ambassade qui n'existe plus d'ailleurs, l'ambassade française, pour demander la demande d'asile. Dans le pays d'à côté, bien sûr. Ce qui fait... Il faut déjà sortir du pays.
S'ils sortent du pays pour arriver sur le sol français, c'est qu'ils y arrivent. A priori, le pays voisin est plus proche. Mais vous leur ajoutez des procédures avant d'arriver sur le sol français, c'est ça? Madame, je pense que la France n'a pas vocation à devenir la patrie de tout le monde. Voilà, au risque demain de n'être la patrie de plus personne. Et précisément, je pense que l'asile aujourd'hui est devenu une filière d'immigration à part entière. Il y a eu 130 000 demandes d'asile qui ont été faites sur le territoire français l'an dernier. 2/3 de ces demandes d'asile sont rejetées. On sait que 7% des OQTF sont exécutés. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, en fait, ces demandeurs d'asile, ils font leur demande directement en France. Et donc, qu'ils soient acceptés ou non, ils restent sur le territoire. D'ailleurs, Gérald Darmanin s'était plaint que les députés européens du Rassemblement national n'aient pas voté pour que ces demandes se fassent aux frontières de l'Europe, mais la raison, elle est en fait logique, c'est qu'il est très simple de transiter d'un pays européen à un autre. Il faudrait donc que ces demandes d'asile elles soient déposées dans les pays d'origine. Pardonnez-moi, mais l'Afghanistan, au regard du droit d'asile, n'est pas un pays en guerre. L'Afghanistan est très certainement un pays en guerre civile compte tenu de l'arrivée des talibans au pouvoir, mais ça n'est pas un pays en guerre. On n'aurait pas dû accueillir des femmes afghanes. Persécutées. Non. Pardonnez-moi, madame, mais je ne vois pas la plus-value pour la société française d'accueillir des gens de Tchétchénie ou des gens d'Afghanistan. J'ai rien contre eux. Mais si, un peu quand même, madame. Excusez-moi. Mais quand on ouvre nos frontières à des gens qui viennent sur le sol français, qui bien souvent ne partagent ni nos modes de vie, ni notre langue, ni notre culture, qui parfois portent atteinte à la sécurité nationale. Alors pour parler de sécurité nationale, en faisant le lien avec l'immigration, ça va pas être très compliqué. Je vais me servir de 2 données très simples. En Île-de-France, selon une étude du ministère de l'Intérieur, les personnes venues de l'étranger représentent près de la moitié des mises en cause dans les faits de vol avec violence. Je rappelle qu'à Paris, selon l'INSEE, un habitant sur 5 est immigré. Donc proportionnellement, et personne ne peut le contester, les étrangers sont plus à même de causer des problèmes en matière de délinquance. Quelle est la plus-value pour mes concitoyens, pour mes compatriotes et pour mon pays d'accueillir des peuples du monde entier sur le sol de la République française? Et votre humanité, votre solidarité, vous la mettez où dans ce cas-là? Je la mets d'abord, madame, à l'égard des Français qui subissent tous les jours la violence de gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Et pardonnez-moi de vous rappeler que mon humanité, elle va d'abord pour les familles des victimes des terroristes islamistes, dont des terroristes islamistes qui ont utilisé les filières migratoires. On peut citer l'exemple du Bataclan, comme dans tous les attentats que nous avons connus. Donc vous mettez un signe égal entre les demandeurs d'asile et les terroristes en puissance. Jordan Bardella s'est mis à parler de tous les attentats que nous avons connus sur le territoire et qui a causé la mort d'un certain nombre de nos compatriotes. Je suis donc allé me renseigner sur le site du ministère de l'Intérieur pour savoir à combien est évalué le nombre de victimes et voici ce que j'ai trouvé. Depuis 2012, les attentats terroristes ont causé la mort de 272 personnes et fait près de 1200 blessés. Par ailleurs, 72 attentats ont été déjoués, dont 64 par l'action de la DGSI. 2/3 des demandeurs d'asile, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, ne répondent pas aux critères de l'asile en France. Par définition, nous n'avons pas à accueillir. Mais je vous réponds de manière c'est tous des terroristes en puissance. Mais je ne dis pas cela, madame, et je fais très bien le distinguo. Mais juste, il y a 2/3 des demandes d'asile qui sont déboutées du sol, qui sont déboutées des demandes d'asile français qui restent sur le sol français. Donc, moi, je pense que les demandes d'asile doivent être traitées dans les ambassades et consulats des pays de départ. Premièrement, ce qui limitera l'afflux sur le territoire français. Je pense que la France doit être rendue inaccessible pour ceux qui viennent pour la combattre. Nous devons expulser systématiquement les délinquants et criminels étrangers. Et je pense ensuite qu'il faut couper toutes les pompes aspirantes de l'immigration massive. On peut donner un exemple très concret. L'aide médicale d'État, c'est-à-dire l'ensemble de la palette de soins gratuite qui est aujourd'hui offerte à des gens qui viennent sur le sol français sans aucune condition de ressources ou de revenus. Pour moi, c'est terminé et je pense que cette solidarité, elle doit être réservée aux Français. Alors pour ce qui est de l'AME, un peu de chiffres, combien en bénéficient et combien ça nous coûte. Écoutez ce que j'ai déjà dit. Selon un rapport du Sénat qui date du 17 novembre 2022, l'AME en 2021, c'est 380 732 bénéficiaires. À savoir que le premier semestre de 2022, on a compté une hausse de 4,6% des bénéficiaires. Mais alors, combien est-ce que ça nous coûte? Eh bien, accrochez-vous bien, l'AME en 2023, c'est 1,2 milliard d'euros, soit une progression de 12%
par rapport à 2022. C'est énorme. Jordan Bardella, vous êtes la tête de liste du Rassemblement national pour les européennes. À ce propos, est-ce que vous travaillez toujours avec la société e-politique qui est l'un des principaux prestataires du RN pour la campagne des européennes? Est-ce que vous maintenez ce lien contractuel, sachant qu'elle est détenue, au moins Frédéric Chatillon, ancien du GUD et proche de Marine Le Pen, est actionnaire? Non, il n'est plus actionnaire d'e-politique. Et puis, il était actionnaire minoritaire surtout, ce qui signifie que c'est pas lui qui guidait les opérations de l'entreprise. Quand on est actionnaire minoritaire, notre influence et notre pouvoir décisionnel au sein de la société, il est limité par rapport aux actionnaires qui détiennent la majorité des parts. Je rappelle qu'en plus de ça, c'est porter atteinte à l'entreprise alors qu'il ne représente même pas la ligne directrice de celle-ci. C'est ridicule. Il n'est plus actionnaire. Non. Il s'est retiré totalement, c'est ce que vous dites? Oui, madame le juge. Non, je pose une question. Non, mais on passe de problématiques absolument essentielles pour la vie des gens aux actionnaires des prestataires du Rassemblement national. Vous êtes... Et vous savez pourquoi on vous pose la question? Parce que c'est important de savoir avec qui vous travaillez. Dans la même logique, on pourrait dire que c'est aussi important de savoir avec qui travaillent les autres partis de France. Bon, elle vous le dira jamais, donc je vais vous le dire. Nathalie Loiseau, qui a été la tête de liste de La République En Marche pour les dernières élections européennes, est une ancienne du GUD. Là, il n'est pas question de parler d'un collaborateur qui n'est plus aux commandes, qui n'a plus de responsabilité. Non, là, on parle de quelqu'un qui a été choisi et qui actuellement est toujours en poste. Et Frédéric Chatillon était actionnaire. Donc là, vous nous dites que visiblement, il ne l'est plus de la société e-politique, mais il est toujours actionnaire de la société de sa femme, Unanime, qui travaille aussi avec vous. Vous avez totalement coupé les ponts ou pas du tout? Non, qui a un contrat qui court avec le groupe Identité et Démocratie auquel appartient le Rassemblement national et qui court jusqu'au 9 juin 2024. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.